Cependant, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes nombreux à nous poser des questions sur le contexte politique, qualifié par certains de démocratie libérale, dans lequel évolue aujourd'hui votre pays et que les récentes manifestations qui ont eu lieu ne font que susciter. Cela résulte sans doute d'incompréhension et de certains a priori, mais cela justifie que dans des débats qui, conformément aux règles du jeu de notre cercle, garderont beaucoup de hauteur de vue, vous nous éclaireriez et nous n'avons aucun doute à ce sujet. C'est d'ailleurs ce que vous avez voulu faire dans votre article du Figaro que j'ai cité et qui a déclenché notre invitation. La notion d'illibéralisme a-t-elle une signification politique ou économique, ou les deux à la fois? C'est devenu une épithète qui s'est propagée ici en France, mais elle reste profondément imprécise, voire mystérieuse. L'utilise-t-on dans votre pays et avec quelle signification? Est-elle utilisée par opposition au libéralisme économique? La démocratie libérale s'affranchit-elle des règles de l'économie de marché et de quelle manière? S'agit-il de libéralisme politique et alors avec quelle signification? Sur tous ces sujets, Monsieur l'ambassadeur, vous pouvez nous éclairer quel but poursuit le gouvernement de M. Orban? De façon plus simple, pouvez-vous nous éclairer sur ses intentions et les motifs de son action? Merci encore, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir accepté de venir devant nous pour expliquer votre vision de la situation dans votre pays. Bien écoutez, merci beaucoup pour cette introduction qui me motive beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer devant vous. Avant de venir, je me disais que j'allais vous demander de ne pas me demander d'exposés liminaires, parce que les exposés liminaires sont souvent ennuyeux, parce que par définition, ils ne répondent pas aux questions qui peuvent intéresser l'auditoire. Or, vous en avez déjà posé des questions, donc ça me donne l'occasion de répondre à celles que vous avez déjà évoquées. Et bien entendu, je pense que ces réponses vont elles-mêmes susciter d'autres questions. Alors, c'est effectivement une question que beaucoup de nos amis français se posent. Que diable signifie cette expression de démocratie illibérale? Alors, je crois que ça a été à la fois très exagéré par l'ampleur que ça a pris et aussi assez largement mécompris. On a tendance à penser, et c'est tout à fait normal dans une optique de démocratie occidentale confirmée, que tout ce qui n'est pas libéral signifie automatiquement toute une série de conséquences tout à fait condamnables, comme la suppression des grandes libertés publiques, liberté d'expression, liberté de la presse, indépendance de la justice et quelques autres. Et on a immédiatement associé ce concept de démocratie illibérale avec la destruction des grandes libertés publiques. Et c'est là, je crois, qu'il y a une première illusion d'optique ou une première erreur que je voudrais essayer de corriger. On pourra, bien évidemment, si vous le souhaitez, parler de la liberté de la presse en Hongrie, de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, de l'indépendance de la justice. On pourra parler de tout ça. Mais ce n'est pas ça qui est visé par la démocratie illibérale. C'est beaucoup plus soft que ça. Et je vous rassure tout de suite, la Hongrie est une démocratie. Elle correspond à toutes les règles qu'il est d'usage à tous les critères qu'il est d'usage de retenir quand on parle de démocratie. Maintenant, la démocratie, c'est un substantif. Libéral, c'est un adjectif. Donc, on peut imaginer qu'un substantif peut être décliné avec plusieurs adjectifs. Il existe effectivement une démocratie libérale. Il existe aussi des démocraties dites socialistes ou des démocraties chrétiennes ou d'autres formes de démocratie sans que
le terme de démocratie ne soit dévalorisé. Deuxième observation, la démocratie, pour moi tout au moins, c'est un système de gouvernement. C'est un système de gouvernement qui répond à un certain nombre de critères, critères que vous connaissez tous. Le gouvernement et la légitimation des gouvernements par le peuple, par le biais d'élections libres, bien entendu, d'élections périodiques qui, par conséquent, donnent la possibilité d'une alternance, séparation des pouvoirs. Bon, tout ça est parfaitement connu. Tout cela tempéré par d'autres éléments qui font partie du concept de démocratie, qui est par exemple l'existence d'une presse libre, qui puisse s'exprimer. Ça, c'est la base de la démocratie. Et si vous regardez l'ordonnancement des pouvoirs publics en Hongrie, tous ces critères sont parfaitement remplis, et je mets quiconque au défi de me démontrer le contraire. Alors, à partir de là, la démocratie étant un mode de gouvernement, le libéralisme, c'est autre chose. C'est un ordre, c'est un système de valeurs qu'on peut partager ou ne pas partager. Et comme tout système de valeurs, il faut bien considérer la manière dont cette valeur est gérée par ceux qui ont la charge de gouverner un pays. Et ce que M. Orban, notre Premier ministre, a voulu dire dans le fameux discours de 2014, où pour la première fois il a parlé de démocratie illibérale, c'est deux choses. Et bon, laissons de côté le mot démocratie, puisqu'il est donné. Ce qui est discutable et qui peut faire l'objet de débat, c'est l'adjectif, c'est-à-dire libéralisme. Alors, pourquoi en Hongrie avons-nous un problème avec, je ne dis pas avec le libéralisme, parce que nous sommes tout aussi libéraux que les autres, pourquoi avons-nous un problème avec une certaine définition du libéralisme? Et on peut voir ça sous deux angles différents. Il y a le côté économique et le côté plutôt sociétal, si vous voulez. Et avant tout, la définition du libéralisme, telle qu'on nous l'a toujours appris, c'est que ma liberté s'arrête ou va jusqu'au moment où elle ne rencontre pas la liberté de quelqu'un d'autre. Ça, c'est le principe de base du libéralisme. Alors, ce que nous avons constaté en Hongrie, mais je pense qu'on peut le constater ailleurs aussi, c'est que ce principe, tel qu'il est exprimé de cette manière-là, n'opère plus. Pourquoi n'opère-t-il plus? Parce que on est arrivé à un tel extrême, ce qu'on appelle quelquefois l'ultralibéralisme ou les excès du libéralisme, que plus personne n'est en mesure, c'est-à-dire chacun est tellement persuadé de sa propre liberté et de son bon droit qu'il ne voit plus où commence la liberté de l'autre. Par conséquent, chacun, à sa manière, a une tendance irrépressible à avancer tout droit, fort de son bon droit, sans être capable de discerner le droit de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux parce que ça détermine une sorte de loi de la jungle, de concurrence totalement sauvage, et qui aboutit à quoi? Qui aboutit à ce que certaines catégories de la population se sentent déclassées ou non protégées. Ce sont toujours les autres qui ont raison. Moi, j'ai pas les moyens de m'opposer, par conséquent, je n'ai pas raison, alors que je voudrais avoir raison.
Donc, d'une certaine manière, la déclinaison extrême de ce principe revient à dire que le renard a les mêmes droits que la poule dans le poulailler, et les résultats, eh ben, vous le connaissez tous, il y en a certains qui bouffent les autres. Donc c'est un petit peu ce constat-là que nous avons fait, et ce constat-là a eu des conséquences, enfin a eu même des exemples très, très simples en Hongrie, au niveau économique, notamment lorsque, comme vous l'avez dit vous-même, lorsque les économies se sont ouvertes, lorsque le rideau de fer est tombé, la Hongrie a été un très bon élève du libéralisme à l'occidental. On a ouvert nos économies, on a privatisé à tout crin. L'économie hongroise s'est ouverte considérablement et elle est toujours aujourd'hui extrêmement ouverte. Le secteur privé en Hongrie représente 80 et quelques % de l'économie. Nos exportations atteignent le montant du produit national brut. Donc la Hongrie est extrêmement ouverte à tout point de vue. Par contre, ce dont on s'est rendu compte, c'est que dans cette espèce d'élan où finalement le marché va tout réguler et où il faut renoncer à... il faut faire table rase des économies centralisées où on nous imposait ce qu'il fallait faire. On est maintenant dans un monde libéral et il faut y aller à plein. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé que, par exemple, les épargnants hongrois ont été incités à s'endetter en devises étrangères. Alors on leur a dit, ben oui, le taux d'intérêt du franc suisse est inférieur au taux d'intérêt du forint, par conséquent, ceux qui le souhaitent, liberté totale, ceux qui le souhaitent, peuvent choisir de s'endetter en franc suisse. Le franc suisse était à ce moment-là à taux d'intérêt zéro, donc les gens se sont laissés attirer par l'endettement en franc suisse, tout en sachant d'ailleurs aussi qu'ils couraient le risque de change. Mais bon, quand on s'endette en devises étrangères, on accepte le risque de change en échange d'un taux d'intérêt inférieur. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Les contrats qui ont été conclus avec les banques ont fait payer en quelque sorte aux Hongrois le beurre et l'argent du beurre, puisque non seulement ils ont pris en pleine figure la réévaluation du franc suisse il y a quelques années, mais encore les banques prêteuses leur facturaient des taux d'intérêt à 9 et 10% sur le franc suisse. Là, manifestement, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et ça, on l'a pointé comme étant un excès de libéralisme. Un État a le devoir de protéger ses citoyens devant une situation aussi absurde. Deuxième exemple, qui est à peu près du même acabit, c'est la réforme du régime des retraites. Je ne sais plus en quelle année, c'était un gouvernement à majorité socialiste, avait décidé de réformer de fond en comble le système des retraites hongrois et de le baser sur un système par capitalisation. Système par capitalisation, vous savez ce que c'est un système qui est basé sur les marchés financiers, qui est un système parfaitement respectable en soi, dans la mesure où il complète une retraite qui représente quand même le seul moyen de subsistance d'un retraité. Or, qu'est-ce qui a été fait, toujours sous le couvert des bienfaits de l'autorégulation des marchés? Le système proposé et mis en œuvre a été exclusivement basé sur la capitalisation, en disant, ben voilà, la totalité de la retraite des Hongrois, on a supprimé le système par répartition, enfin, on ne l'a pas supprimé, on l'a supprimé à partir d'un certain moment, et la totalité de la retraite des nouveaux retraités hongrois était basée sur la capitalisation. Imaginez cela dans un pays où 80% de la population ne sait même pas ce que c'est que la bourse. Vous vous souvenez tous des différents incidents qui se sont produits en Angleterre et ailleurs avec une compagnie d'assurance qui s'appelait Equitable Life, qui a fait faillite et qui a provoqué
la faillite personnelle de plusieurs millions de personnes, c'était un risque considérable. Évidemment, si les marchés financiers montent, tout le monde y trouve son compte, mais s'ils ne montent pas, eh bien, ce ne sont pas les gens qui sont soumis à ce risque n'ont aucun matelas de sécurité. En plus de ça, qu'est-ce que ça a produit comme effet? À partir du moment où les cotisations n'étaient plus versées à l'État, mais aux organismes de prévoyance, à un moment où l'État était obligé de continuer à payer les retraites de ceux qui l'étaient déjà, ben, il a bien fallu financer la répartition de ceux qui en bénéficiaient. Donc la dépense était toujours là, mais la recette n'y était plus. Résultat, augmentation en flèche de la dette publique. Sans compter le fait que fonder la totalité de la retraite des gens sur la capitalisation était une bombe à retardement social que le gouvernement, arrivé au pouvoir en 2010, a constaté ça avec effroi et on y a mis fin. Ça n'a pas été facile, mais on y a mis fin. On n'a rien obligé, on n'a rien contraint. On a demandé aux retraités s'ils souhaitaient continuer avec la capitalisation ou s'ils préféraient revenir à la répartition. Il y a eu 88% de retraités de cotisants, pas de retraités, puisque par définition ils ne le sont pas encore, de cotisants qui ont souhaité revenir à la répartition. 12 ont souhaité garder la capitalisation. Et ces 12% sont exactement la même quantité de Hongrois que ceux dont le niveau de vie, le fameux décile de plus élevé, donc des gens qui pouvaient se permettre de prendre le risque de la capitalisation. Donc voilà deux exemples où si on avait laissé faire, si on avait laissé aller, on allait au-devant d'une catastrophe sociale en Hongrie. Ça, c'est le côté économique. Maintenant, je serai beaucoup plus bref sur le côté sociétal. Dans ce domaine-là, l'illibéralisme n'est pas autre chose que l'expression d'un choix assumé, qui effectivement peut être considéré comme illibéral dans la mesure où il va à l'encontre, encore une fois, d'un excès de libéralisme tel que finalement on en arrive à perdre toute valeur. Je donnerai deux exemples, ou même trois, mais vous aurez compris le principe. En matière de mariage. Bon, la Constitution hongroise détermine que le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Dans d'autres pays, ou sur la base d'autres valeurs, on peut considérer que le mariage, c'est autre chose, que en plus du mariage de l'union d'un homme et d'une femme, ça peut être l'union de deux hommes ou de deux femmes ou de Dieu sait quoi d'autre. Donc il y a différentes manières aujourd'hui de considérer le mariage. La manière la plus large, qui est celle que je viens de décrire et qui existe en France depuis la fameuse loi sur le mariage pour tous, c'est effectivement une disposition extrêmement libérale qui dit que finalement les gens font ce qu'ils veulent, chacun est libre, voilà, aucun problème. Bon, nous n'avons pas fait ce choix. Et le fait de ne pas avoir fait ce choix et d'avoir restreint, d'avoir déterminé ce que nous entendons par mariage, ça peut effectivement être considéré comme non libéral. Mais où est le problème? Je veux dire, ce sont deux choix de société qui sont tout aussi respectables l'un que l'autre, et il n'y a pas de destruction de liberté publique là-dedans. Un autre exemple, mais qui revient au même, c'est l'attitude vis-à-vis des migrants. Là aussi, il y a une acception libérale du problème qui consiste à dire, il faut tendre les bras à tout le monde, il faut donner les mêmes droits
à ceux qui entrent à un titre ou à un autre dans un pays que les droits dont bénéficient ceux qui y sont déjà. C'est une conception libérale, effectivement, qui se respecte. Nous pensons, nous avons fait un choix, là aussi, et nous avons fait le choix d'accorder une certaine priorité à nos propres nationaux par rapport à ceux qui viennent d'autres pays. Ce sont des attitudes politiques qui se discutent, qui se débattent, et Dieu sait si on ne se prive pas d'en débattre, mais là aussi, l'illibéralisme se manifeste là-dedans. Donc c'est un choix des sociétés. Ça n'a rien à voir avec les grandes libertés publiques. C'est un petit peu ça que je voulais vous dire au début, pour essayer de faire comprendre ce que nous entendons par illibéralisme. Et en fait, ici comme partout, tout se trouve dans le sens qu'on donne au mot. Si vous remplacez le mot illibéralisme par lutte contre les excès du libéralisme, bien vous aurez compris, vous aurez tout compris. Et à l'extrême limite, le président de la République française a déclaré il n'y a pas si longtemps que lui aussi cherchait à lutter contre l'ultralibéralisme, ce sont ses propres termes. Pourquoi ? Parce que d'après lui, l'ultralibéralisme revient à étrangler les classes moyennes, et c'est pour cette raison qu'il faut faire très attention aux excès du libéralisme. Bien, au fond, nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous aussi, nous avons exactement le même diagnostic. L'excès de libéralisme, l'illibéralisme sans frein ni contrôle, on arrive à étrangler les classes moyennes et même d'autres classes. Et franchement, nous n'avons vraiment pas l'impression de heurter quelque liberté que ce soit dans cette affaire, puisque nous connaissons bien les droits, nous savons bien quels droits doivent être accordés à tout citoyen qui vit dans une société démocratique, mais chacun sait aussi qu'il n'y a pas de droit illimité. Le droit de grève, c'est l'exemple qu'on cite toujours, le droit de grève est un droit évident, mais il s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Tout droit s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Alors, si toute loi qui réglemente un droit doit être considérée comme illibérale, eh bien oui, je pense que le monde entier est illibéral. Voilà ce que je peux dire à titre de lancement du débat. Donc, si vous voulez qu'on commence à débattre sur cette question. Tout à fait. Moi, je propose que je pourrais intervenir, mais je préfère que vous interveniez. J'interviendrai éventuellement aussi au cours du débat si vous le souhaitez. Donc, est-ce qu'il y a tout de suite des personnes qui souhaitent intervenir ? Je veux juste poser une question, et vous me pardonnerez mon ignorance. Je voudrais savoir si ces décisions, par exemple sociétales, par exemple, en ce qui concerne le mariage d'un homme avec un homme, d'une femme avec une femme, ont été prises par des votes. Y a-t-il eu une consultation de la population ? Comment ça s'est décidé ? Comment les instances dirigeantes procèdent pour décider Alors, sur cette question-là, qui se trouve inscrite dans la Constitution hongroise, qui a été adoptée en 2011 ou 2012, il y a eu, avant l'adoption de la Constitution, il y a eu une très large consultation nationale. C'était la première d'une longue série, on en tient beaucoup en Hongrie. Je sais que la mode est au grand débat, vous en avez parlé, mais les grands débats, nous connaissons, ou les référendums d'initiative populaire ou citoyenne. En Hongrie, on procède de la façon suivante. Quand il y a un grand sujet de société, comme l'adoption d'une nouvelle constitution, et une disposition comme celle que vous dites, qui effectivement figure dans la Constitution,
on procède par consultation nationale. C'est-à-dire, consultation nationale, c'est l'envoi d'un questionnaire à tous les électeurs hongrois. Il y en a un peu plus de 8 millions pour un pays de 10 millions, dans lequel on leur pose un certain nombre de questions. Êtes-vous d'accord sur ceci? Êtes-vous d'accord sur ceci? Êtes-vous d'accord sur cela? Les gens, avec une enveloppe, réponse prépayée, et les électeurs répondent. Ils répondent ce qu'ils veulent. Et dans le cas de la Constitution hongroise, il y a eu beaucoup de propositions du gouvernement, de questions qui portaient sur des points que le gouvernement aurait voulu mettre dans la Constitution et qui ont été retoqués par la consultation nationale. L'exemple, c'est le fameux, on a posé la question, voulez-vous, et ça aussi c'était lié à un sujet qui est un peu d'actualité aujourd'hui, qui est la politique nataliste. Déjà à l'époque, on avait posé la question de savoir s'il fallait introduire dans le système électoral le système du vote multiple pour les familles nombreuses. Puisqu'on était parti de l'idée qu'une famille nombreuse, un couple qui a, je ne sais pas, 3, 4, 5 enfants, pèse davantage dans la société qu'un individu seul ou qu'un couple sans enfants. Et on avait émis l'idée que ces couples-là, au titre de leurs enfants mineurs, pourraient bénéficier d'un vote supplémentaire, pondéré, enfin plus élevé que le simple vote de l'individu. Ça a été refusé. Donc, la réponse qui est revenue de la consultation nationale était non. Donc on ne l'a pas introduit. La question du mariage homosexuel, je ne sais pas si elle figurait comme question. Je ne suis pas sûr. Parce qu'en fait, il y a une disposition déjà. Pardon ? Il y a une disposition de possibilité de sur le Pacs, en fait. Alors, il y a effectivement, en Hongrie une possibilité qui se trouve, comme en France, à mi-chemin entre l'union libre et le mariage, l'équivalent du Pacs, qui existe en Hongrie. Donc, c'est quelque chose qui se pratique. En ce qui concerne le mariage pour tous, effectivement, ça ne figurait pas expressis verbis dans le questionnaire. Mais on savait, et pas seulement la majorité actuelle, mais même l'opposition, a reconnu que c'est quelque chose qui, en Hongrie, ne passe pas. Donc, on ne l'a pas prévu. On a même prévu l'inverse, puisque la Constitution prévoit expressément que le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Mais c'était vraiment quelque chose qui était en phase avec ce que pensait et ce que pense la société hongroise. Et la meilleure preuve, c'est que même l'opposition de gauche, qui pourtant ne se privait pas de critiquer le gouvernement à propos de cette nouvelle constitution, a reconnu que sur cette question-là, on était tous d'accord. Donc, bon, c'est différent en France, c'est différent ailleurs, c'est comme ça. Et pour les migrants, oui. Comment ça s'est passé pour les décisions concernant les droits des migrants, l'égalité des droits? Alors, pour les migrants, c'était la même chose. Il y a eu depuis maintenant, depuis 2010, il y a eu 8 ou 9 consultations du genre de celles que je vous ai décrites. Et chaque fois, on posait la question sur les migrants. Il y a eu un questionnaire sur les migrants. Voulez-vous que la Hongrie devienne un pays de migration? Bon, alors, ça c'était la question centrale. Bon, elle était déclinée en plusieurs sous-questions, mais le cœur de la question était là. Et là aussi, la réponse a clairement été non. Ça peut se discuter, mais alors, vous me direz aussi que ça ne fait que conforter l'intention du gouvernement. Oui, c'est vrai, mais on discutait encore hier ou avant-hier avec des responsables français sur le problème qui se pose actuellement en France, et quelqu'un m'expliquait que, ben voilà, en France, on vote tous les 5 ans,
on élit un président de la République, et puis pendant 5 ans, il ne se passe plus rien. Il y a certes des élections régionales, municipales, départementales, etc., mais on nous explique que ça n'a rien à voir et que la politique de l'État, c'est l'élection présidentielle qui la détermine. Et on découvre aujourd'hui que ce n'est peut-être pas une bonne chose parce que les électeurs, pendant 5 ans, ils n'ont pas droit à la parole. Et c'est un petit peu tout ce qui sous-tend aujourd'hui le mouvement des Gilets jaunes et de la contestation qui apparaît. Alors, il n'est pas mauvais, je pense, surtout sur des sujets aussi sensibles que ceux-là, d'interroger de temps en temps la population. Ce n'est pas la peine de faire des référendums. Le référendum, c'est quelque chose de lourd, ça obéit à des règles extrêmement strictes, en France encore plus qu'ailleurs. En Hongrie, on a un système de référendum d'initiative populaire. Je crois il faut 200 000 signatures et on peut lancer une procédure de référendum populaire. Mais c'est quand même assez lourd à organiser. Le système de la consultation par courrier, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Vous envoyez les lettres, vous attendez les retours, et chacune de ces consultations, et notamment celle sur les migrants, il y a eu entre 1 et 2 millions de réponses, de gens qui ont répondu. Alors, il se trouve qu'ils ont répondu dans un sens favorable au gouvernement, mais rien ne les empêchait de cocher la case non, ou rien ne les empêchait de faire des cocottes en papier avec le questionnaire. Donc, c'est une manière de conforter, si vous voulez, de valider, quelquefois a posteriori, puisque très souvent les lois en question sont déjà prises, mais c'est quand même une manière pour le gouvernement de se confronter, de se confronter avec son électorat et de s'assurer que les mesures qui ont été prises sont bien soutenues par la population. Voilà. Alors, Philippe Lazare, peut-être ensuite... Un bref commentaire, monsieur l'ambassadeur, si vous permettez, mais juste un bref commentaire qui n'appelle pas de réponse de votre part. Il me semble, merci de toute l'information que vous nous apportez, il semble manifeste que vous utilisez, comme beaucoup de gens, le mot libéralisme dans un double sens. Quand vous parlez du libéralisme qui va, par ses excès, détruire les classes moyennes, vous l'utilisez dans un sens économique, et quand vous utilisez le mot libéralisme en parlant des excès de liberté qui doivent être contingentés par des lois, vous l'utilisez dans le sens liberté. Et nous savons tous que ce mot a une très grande ambiguïté, sémantique. Oui, et une charge émotionnelle. Une charge émotionnelle très forte. Mais enfin, il n'en reste pas moins que c'est assez curieux que vous définissiez votre démocratie. Notre président tout à l'heure a évoqué laïcité ouverte, laïcité fermée. Il sait très bien, nous l'avons vécu dans cette salle, que l'adjectif qui accompagne laïcité pose vraiment problème. C'est un peu curieux que vous définissiez votre démocratie, au lieu de l'appeler démocratie, avec les règles que vous avez évoquées, comme une démocratie illibérale. Qu'est-ce que ça veut dire, il? C'était un commentaire, c'est tout. C'était pas vraiment une question. Ma question porte sur les migrants. Vous ne pouvez pas ignorer que la Hongrie est un fabuleux pays d'émigration. Oui. Il y a des Hongrois partout dans le monde. Comment arrivez-vous du point de vue culturel, à gérer conjointement le fait que la Hongrie est un pays d'émigration et qu'elle ne veut pas être un pays d'immigration? Ça me paraît très curieux. Moi, hein? Eh oui, bon. Là, moi, vous pourriez prononcer mon nom Lazare. Parce que c'est comme ça que mon père s'appelait. Eh bien. Bon, et moi, je suis le descendant d'un immigré hongrois, juif par la même occasion. Mais moi aussi, je suis descendant d'un immigré hongrois. Comment se fait-il que vous n'ayez pas une meilleure réponse par rapport à la question? J'entends bien ce que vous dites sur le fait que votre pays ne veut pas, comme les Français ne veulent pas non plus de migrants, etc., etc. Comment? Mais la France est un petit pays d'émigration. La Hongrie est un grand pays d'émigration. Le monde entier parle hongrois, avec une toute petite population hongroise. Alors avec ça, en même temps que cela, vous ne voulez pas que votre pays soit un pays d'immigration, c'est bizarre. Alors c'est une question. Alors vous confortez ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il y a des Hongrois partout. Ouais. En entrant dans cette salle, je ne me doutais pas qu'il y en aurait un ici aussi. Donc vous êtes le bienvenu auprès de nous.
Un pays d'émigration, tout dépend ce qu'on entend par émigration. Est-ce que vous entendez par émigration les grandes émigrations du 19e siècle qui ont touché les Hongrois, les Irlandais et quelques autres. Donc s'il y a 1,5 million de Hongrois aux États-Unis, c'est bien à la suite de cette émigration. Maintenant, il y a aussi une autre émigration dont on nous parle, qui est celle qui s'exerce au sein de l'Union européenne. Donc on nous dit toujours que les Hongrois quittent leur pays pour aller travailler en France, en Allemagne, en Angleterre ou ailleurs. Bon, ça, cette émigration-là, tout comme d'ailleurs l'autre, nous la considérons comme parfaitement bénéfique, dans la mesure où c'est même l'un des grands acquis de la construction européenne d'avoir ouvert les frontières et d'avoir permis la libre circulation des membres des pays de l'Union, enfin des habitants des pays de l'Union dans tous les sens. Effectivement, beaucoup de Hongrois vont s'installer ailleurs, mais il y en a autant de Français, dire ça bouge dans tous les sens. Et chaque fois qu'on se penche sur ce problème d'un point de vue statistique, on constate que les Hongrois qui émigrent ne sont pas tellement plus nombreux que les Français qui émigrent ou que les Anglais ou les Allemands qui vont s'installer. Donc, je crois que mathématiquement, ça n'a pas de sens de faire des comparaisons. Ce que nous retenons, c'est que le mouvement intérieur à l'Europe, qui a été quand même empêché autoritairement par non seulement par le régime communiste, mais même au sein de l'Union européenne, enfin au sein de l'Europe occidentale, on devait pendant plusieurs années présenter des passeports partout, demander des visas, etc. Bon, le fait que tout ça ait été supprimé est pour nous un très grand acquis auquel nous tenons beaucoup. Maintenant, pour répondre à votre question, vous ne pouvez pas comparer cette fameuse émigration avec ce qui se passe en ce moment. Je veux dire, les dizaines de millions, sinon plus, d'Africains qui sont prêts à venir en Europe n'ont absolument rien à voir avec les émigrations des autres années. Donc il ne s'agit vraiment pas d'un aspect de... Parce que je vous vois venir. Si. Il va venir. C'est quelle contradiction. Non, mais vous me posez une question sur la base de l'émotion. Culturelle, c'est une base culturelle. Oui, mais qui fait appel à la conscience. Je suis émigré, pourquoi je n'accepte pas un autre émigré? Bon. Je crois qu'on ne peut pas poser la question comme ça, compte tenu de la situation d'aujourd'hui. Compte tenu de la situation d'aujourd'hui. Ce sont des... il y a une telle disproportion entre les quantités en jeu et un tel enjeu sur notre propre culture, la vôtre, la mienne, celle de nous tous, qu'on ne peut pas faire cette comparaison-là. La Hongrie est un pays qui a accueilli des quantités de migrants. La Hongrie, si vous vous en souvenez, a ouvert ses frontières en 1939 aux soldats et juifs polonais qui étaient pris en étau entre l'URSS et l'Allemagne au moment de la déclaration de guerre. Elle les a accueillis, elle les a même exfiltrés pour ensuite qu'ils se retrouvent dans les forces françaises, enfin dans les forces pas seulement françaises mais combattantes à l'étranger. Au moment de la guerre de Yougoslavie, on a laissé entrer tous ceux qui le voulaient. La Hongrie est un pays qui, par tradition, est un pays accueillant. Il ne s'agit pas de se placer sur cet angle-là. Là, nous faisons une analyse froide de la situation internationale. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les dizaines de millions de malheureux qui sont, semble-t-il, prêts à prendre la route depuis différents pays d'Afrique,
qu'il fuit la misère, qu'il fuit la sécheresse, qu'il fuit tout ce que vous voulez, peu importe, mais nous estimons que nous ne pouvons pas, c'est cet objectif, nous ne pouvons pas. Ce n'est pas une question de mauvaise conscience ou de bonne conscience, c'est tout simplement, nous estimons que nous avons une responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, et là aussi, c'est un choix qui peut paraître non libéral si on suppose que le libéralisme voudrait qu'on accueille tout le monde. Or, comme le libéralisme ne peut pas vouloir qu'on accueille tout le monde, il faut bien que quelqu'un ait le courage de faire des choix. Bon, ces choix, nous les avons faits, nous les assumons, ils peuvent se discuter, mais c'est le choix que nous avons fait. Est-ce que... Bon, on reviendra sans doute sur cette question, mais Monsieur Brantôme. Oui, bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Deux questions. La première, c'est est-ce qu'on ne peut pas, par rapport au mot illibéral,